D'enquête indépendante et impartiale annoncée par le gouvernement du Sénégal, PASTEF et ses partenaires de l'opposition, quelle perspective? Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Birame Souleye Diop, administrateur général de PASTEF, face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La calmie et l'apaisement après les émeutes du mois de mars sont-ils en train d'être précarisés par les discours des uns et des autres? Le mémorandum du gouvernement sur ces événements contestés par le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, qui prend acte toutefois de l'annonce de la mise sur pied d'une commission d'enquête sur ces violences meurtrières du mois de mars. La mort du doyen des juges, Samba Sall, l'autre actualité forte de la semaine. Notre invité, il l'avait rencontré. Bonjour, Birame Souleye Diop. Bonjour, Babacar. Membre fondateur du parti politique Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. C'est votre première émission depuis votre sortie de prison il y a quelques jours. Le 23 février dernier, vous étiez dans le bureau de feu le doyen des juges. C'est ce jour-là que vous aviez été placé en détention provisoire. Quel souvenir gardez-vous de votre face-à-face avec Samba Sall? Alors, déjà, bonjour à vous encore et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. C'est vrai, le 23 février, j'ai rencontré le doyen des juges Samba Sall. Alors, s'il fallait reparler de ce qui s'est passé, bon, je dirais tout simplement que je n'avais pas à le rencontrer. Je n'avais pas du tout à le rencontrer, parce que sur la base d'accusations infondées, j'ai été obligé par Monsieur Bassirou Gueye, le grand procureur de la République, qui avait requis le mandat de dépôt contre nous-mêmes et contre M. Abbas Fall. Nous avons été présentés à M. Samba Sall, qui, conformément au réquisitoire du procureur aussi, nous avait placé sous mandat de dépôt. Donc Samba Sall, apparemment, n'y a été pour rien, parce qu'après les discussions, il a simplement dit c'est une requête du procureur, il ne peut rien faire contre. Bon, je suis, moi, un professionnel du droit, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université. J'ai obtenu un DEA en droit des affaires donc à l'université Gaston Berger. Je m'y connais un peu. Il avait la possibilité de faire autre chose. Il a suivi le réquisitoire du procureur, M. Serigne Bassirou Gueye. Voilà ce que j'en ai retenu. Nous avons eu des échanges sur le sujet. Il m'a notifié les infractions qui ont été retenues contre moi ce jour-là même, parce que j'ai été entendu à la DIC le vendredi 19 pour des infractions différentes des infractions qui m'ont été notifiées par le juge Samba Sall suivant la réquisition du procureur. Bon, voilà ce que j'en retiens. Voilà ce que j'en retiens. Ambiance tendue alors Bon, l'instruction était claire. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas y couper. Bon, moi, j'étais là pour dire effectivement que, avec mes avocats, que j'étais contre ce qui s'est passé. Nous n'étions pas dans une démocratie. On s'en était limité à là. C'était la première fois que je l'avais rencontré. C'est la dernière fois que je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. On ne peut faire que présenter des condoléances à sa famille et prier le bon Dieu pour qu'il l'accueille au paradis et qu'il lui accorde sa grâce. Oui, la justice vous avez inculpé, vous et Abbas Fall, le patron de PASTEF Dakar, pour association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, menace de voies de fait et violence. Vous clamez votre innocence alors. Quels sont donc les éléments qui vous ont été présentés pour justifier ces accusations? Alors, je pense qu'en fait, c'est un dossier qui est toujours en cours au niveau de la justice. Je suis en liberté provisoire. Certaines personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Je ne me permettrai pas, étant citoyen qui respecte la loi, de revenir dans la profondeur du sujet. Je peux simplement dire qu'on espère fondamentalement un procès. On espère qu'il sera un procès public également.
Je voudrais également préciser que moi, je vous félicite, vous, RFM, parce qu'avant que ma garde à vue ne me soit notifiée, RFM l'avait déjà annoncé. Ça, je vous félicite pour la qualité des investigations que vous faites, parce que vous êtes les mieux informés de toute la presse au Sénégal. Ça, je vous en félicite et vous y encourage également. Voilà ce que je devais dire sur ça. La mort de Samba Sall, après l'annonce de sa mort, nous avons vu aussi sur les réseaux sociaux des commentaires très durs sur sa disparition. Qu'en dites-vous? Depuis que je suis sorti, je ne regarde pas ce qui se passe sur Facebook et je ne réponds pas de l'avis des citoyens dans la presse, sur l'Internet. Je n'en réponds pas. Je ne suis maître que de mes propos et ce sont les propos que je viens de poser ici sur votre micro. Vous ne les condamnez pas, ces commentaires? Je n'ai pas à faire de commentaires là-dessus. Je ne suis maître, je dis bien, que de mes propos, et mes propos sont précis et clairs. M. Samba Sall n'est plus de ce monde. Je prie le bon Dieu de lui accorder sa grâce. Voilà. On a également en souvenance les propos d'Ousmane Sonko sur ce doyen des juges qui nous a quittés. Des regrets aujourd'hui? Sonko est maître de ses propos. Peut-être qu'il sera un jour sur votre plateau pour en répondre. Je ne réponds que de mes propos moi-même. Et je me limite à ce que j'en ai dit. Vous avez passé un peu plus de 2 mois, Birame Souleye Diop, en détention provisoire, vous et Abbas Fall. Avant d'évoquer les raisons qui vous y ont conduit, raconte-nous à quoi ça ressemble une journée, une nuit dans une prison sénégalaise. Alors, je peux tout de suite dire une expérience enrichissante, vraiment enrichissante. Je le dis en étant très sérieux. Je remercie vraiment Macky Sall, je remercie Serigne Bassirou Gueye de m'avoir permis de découvrir cette réalité-là. Et je dis bien pour 2024, Inch'Allah, quand Ousmane Sonko sera président, il a vraiment du travail. On aura du travail parce que parler de ce qui s'y passe, ça reviendra en fait, disons, à faire une analyse à un triple niveau. D'abord sur la justice, une justice que nous avons appris dans les bancs du droit quel était un pouvoir. Un pouvoir, on nous a appris qu'il devait être indépendant. Je pense, pour avoir fait les bancs avec aujourd'hui de brillants magistrats, qu'il cherche à être indépendant, parce que l'indépendance n'est pas un principe, n'est pas un credo, c'est un état d'esprit. Et d'abord, il est l'indépendance du magistrat qui se veut indépendant. C'est un problème de système ou d'homme? Je dis bien... Cette rupture que beaucoup souhaitent dans le fonctionnement de la justice. Je dis bien, je connais, pour avoir fait les bons, j'en connais des magistrats qui aspirent à cette indépendance-là. C'est un état d'esprit. Parce qu'au-delà des gros mots, disons, voilés qu'on en donne, l'indépendance de la justice, on en débat chaque année. On en débat. Alors, donc, le premier problème, c'est... La preuve, c'est une sortie nombreuse de l'Union des magistrats du Sénégal sur la question. On le constate chaque année. Si les professionnels de la magistrature, ces grands professionnels-là, on parle chaque année pour réclamer cette indépendance-là, on peut nous accorder que dans nos chaumières et dans nos salons, qu'on puisse aussi en débattre. Parce que si c'est un problème chez eux, fondamentalement, ce sera un problème pour le judiciable, comme ils le disent. Alors, le problème, c'est combien parce qu'on a parlé de 11 000 personnes dans les prisons du Sénégal. Mais combien ils sont en tant que prévenus? Parce qu'il y a un mandat de dépôt sur eux. Plus de 70%. À tort ou à raison? Je ne saurais me prononcer là-dessus. Je sais simplement qu'une personne qui donne des garanties suffisantes, parce que le principe c'est que en fait, le mandat de dépôt est l'exception. Quand on donne des garanties de représentativité, on nous connaît, on a un lieu de travail, on a une maison, on est prêt à répondre à une convocation. Fondamentalement, pourquoi aller dormir en prison? Il y a des promesses d'améliorer, de changer de façon de gérer justement toutes ces personnes inculpées, pas de placement sous mandat de dépôt obligatoire. On parle du bracelet électronique qui va bientôt arriver. Des améliorations en vue peut-être? Sans doute. Bon, encore qu'avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, avec des promesses comme il y en a, peut-être sûrement
on en parlera avec les promesses d'emploi. Bon, ça c'est un problème. Maintenant, au-delà de la justice, il y a le problème de l'administration pénitentiaire. Parce que également, le constat que nous avons fait, c'est que voilà en fait des fonctionnaires à qui on donne le pouvoir de veiller sur ceux qui sont en contradiction avec la loi supposée et qui doivent les surveiller, mais à qui on ne donne pas les conditions pour bien faire leur travail. On ne donne pas les moyens pour le faire. Nous avons constaté auprès de quelques-uns de l'administration pénitentiaire qui font énormément d'efforts pour mettre les détenus et prisonniers dans de bonnes conditions. Énormément d'efforts. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. C'est l'occasion de dire, nous avons rencontré ces personnes-là. Nous en avons rencontré aussi, peut-être qui n'ont pas encore compris le véritable sens de leur travail. Parce qu'ils prennent le prisonnier pour un moins que rien, des gros mots, de la maltraitance, même pas un bonjour. Je pense qu'en fait... on a entendu un témoignage poignant de Guy-Marie Sagna sur eux. Ben écoute, on était sur place. On était sur place et tout ce que Guy-Marie Sagna a dit est vrai. C'est vrai, c'est des cas d'exception, parce que ce n'est pas toujours des cas que nous constatons, mais les conditions de détention, je parle de la cellule 1, de la chambre 1 du Cap Manuel. Écoutez, on dit qu'il n'est pas passé par cette chambre 1-là, n'a pas fait la prison. Parce que les gens sont 3 personnes... Décrivez-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, en fait, moi, je n'y ai pas été. Je n'y ai pas été, mais ceux qui y ont été, parce qu'en fait, nous ont dit... Parce que j'ai partagé une cellule avec quelqu'un qui y a été, qui dit clairement qu'en fait, on est à 3 personnes sur 1 mètre carré. Et qu'il y avait tout, même des attouchements, il y avait tout. Parce que les gens vivaient dans des conditions extrêmement inhumaines. Et ça, c'est au Sénégal. Des attouchements sexuels. Je parle d'attouchements. Bon, voilà, je n'en arrive pas à ça. En tout cas, c'est dit et dit comme ça. D'accord? Alors, maintenant, il y a également la situation des bon, c'est vrai, ils disent que il y a eu moins de prisonniers en 2020, en 2021, mais ce n'est pas dû à la volonté du pouvoir. C'est Covid oblige. C'est Covid oblige. Et dans ces conditions-là, parfois les gens ont dit, ben, écoutez, s'ils disent que la Covid existe au Sénégal, c'est un mensonge, parce que si les gens vivent dans ces conditions-là et personne n'est tombé malade, il faut se poser des questions. Personne n'a fait d'analyse. J'ai fait 31 jours là-bas, jamais une analyse n'a été faite pour savoir en fait est-ce qu'il y avait des risques ou pas. Jamais. Pas de test ni rien du tout. Absolument rien du tout. Bon, maintenant, la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer les conditions. Il faut qu'on dépasse cette psychologie mystique qui dit qui construit une prison va y dormir. Et d'un de mes grands professeurs, j'apprenais que les conditions d'analyse d'un développement du pays, il y a également la minceur du droit pénal. Bon, ça, c'est un débat qu'on va poser avec la politique criminelle et la politique judiciaire, la politique carcérale. À l'occasion, on reviendra profondément sur le sujet. L'éternel constat de tout ce qui passe dans les prisons du pays, et ça ne change toujours pas. Et comment, de la prison, Birame Souleye Diop, comment avez-vous suivi, vécu ces événements, ces violences qui ont fait près d'une quinzaine de morts? Effectivement, 15 morts et 500 blessés. C'est un lieu extraordinaire où on fait des recoupements, où on rencontre des personnes qui connaissent un sujet, une personne qui connaît le même sujet. C'est le lieu des grands recoupements. On fait de grands recoupements là-bas. C'est vrai, il y a la télé. On regarde les images. C'est vrai, on a regardé sur CNTV et Walfadjri les images, on ne les a pas regardées sur TFM. Bon, ça a posé un problème pour nous. Pourquoi? Mais en tout état de cause, à l'analyse... On ne va pas vous suivre sur ce registre-là. Attendez. Non, mais je tiens à préciser aussi que TFM a bel et bien couvert ces événements. Je parle de la télé. J'ai dit que nous avions la télé. Nous avions également la radio qui nous donnait toutes les informations. C'est l'occasion de dire, quand ce n'était pas possible, on écoutait sur la télé, sur les chaînes. Donc on entendait ce qui se passait. On a suivi, c'est vrai, avec les Sénégalais. C'est pour regretter ce qui s'est passé en fait, parce que des morts, il ne doit plus y en avoir pour des débats démocratiques au Sénégal. Parce que notre histoire, les combats qui ont été menés, nous ont fait dépasser en fait
un certain nombre d'étapes qu'on pensait franchies. Tout le monde a participé à ce combat-là pour l'éveil démocratique. Tout le monde. La presse y a participé pour un très grand rôle. Nous pensions ne plus avoir à revenir sur ces sujets-là de liberté démocratique, de droit à la marche, de questions de mandat, de débat sur l'existence d'un parti politique qui a le droit de parler ou pas. Nous pensions avoir franchi tous ces sujets-là. Bon, il est malheureux de constater qu'en fait, c'est encore des sujets d'actualité. Mais on aurait bien pu les dépasser définitivement. C'est la responsabilité de tout le monde. Quand l'opposition appelle également à la résistance, à manifester dans la rue, sans pouvoir anticiper sur des conséquences qui peuvent être fâcheuses, c'est aussi la responsabilité de vous et de toute l'opposition. Écoutez, vous savez, il y a une chose. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est doté d'une constitution qui énumère, donc qui fait la taxinomie de ce qu'on appelle les institutions. Le président de la République, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, certaines institutions, et il cite bien l'opposition. Donc c'est dans la constitution qu'on parle de l'opposition. Et dans la constitution, on règle comment doit vivre l'opposition au Sénégal. Mais quand celui qu'on appelle le chef suprême de la nation dit réduire l'opposition à sa plus simple expression, quand le droit de marche, soumis simplement à une obligation de déclaration, est systématiquement interdit, nous avons entendu il y a quelques jours un ancien ministre de la Justice, ancien droit de l'homiste, devenu ministre des Forces armées, suppléer le ministre de la Justice dans le cadre d'un rapport qu'ils doivent présenter, déclarer qu'au Sénégal... Le mémorandum du gouvernement sur ces événements. Donc le porter pour dire 99% des demandes sont satisfaites. Mais écoutez, on ne parle pas des demandes pour les mariages que l'on fait dans les rues. On ne parle pas des demandes que les daïras font pour chanter les louanges des grands khalifs que nous respectons. On ne demande pas on ne parle pas des demandes pour les mariages. On ne parle pas des demandes pour les cimes et autres festivités. On parle des demandes faites par les organisations de la société civile et des organes politiques. Le constat, ils auraient pu approfondir leurs statistiques pour parler des demandes faites par ces organisations-là, pour nous dire que toutes les demandes ont été refusées. C'était ça, en fait, quand on parle de rejet des marches, ce n'est pas les marches qui sont déposées par le daïra auquel j'appartiens ou à vous-même. On parle des demandes faites par les organisations politiques. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de quoi? Ils parlent des manifestations sociales ou politiques. Oui, l'allusion, il est clair. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Quand il dit 99%, nous, on ne parle pas pour les daïras. J'ai dit, faites le total des demandes déposées par les organisations de la société civile et les partis politiques. À 99%, elles ont été rejetées. Bon, c'est vrai, il y a quelques jours, le préfet n'a plus parlé. Les autorisations sont données pour le faire. Peut-être le maître de la souveraineté a dit j'accorde la marche. Et l'appel à la résistance, pour reprendre votre terme, l'appel à manifester dans la rue avec comme conséquence des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Babacar, vous savez, je disais tout à l'heure que nous sommes dans un pays dit démocratique, où les gens doivent respirer. Quand ça ne marche pas, les gens doivent pouvoir dire que ça ne marche pas. Tout le monde connaît l'histoire de la soupape de sécurité. Quand on interdit aux gens, quand le président de la République, le 31 décembre, dit qu'il ne voit pas de foulard rouge. Vous savez, Abdoulaye Wade avait réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que lui, il avait trouvé un moyen extraordinaire pour savoir que les gens ne sont pas contents. Le foulard rouge. Et il n'y avait absolument rien du tout. Quand on interdit les marches, quand vous parlez dans la presse, on vous dit que vous avez insulté le président. Alors que lui, il est président de parti et président de la République. Quand vous parlez de Macky Sall, on dit que vous avez parlé du président de la République, article 80. Quand vous êtes opposition, on vous réduit à la plus simple expression. Quand on parle de dialogue national, il décide lui, parce qu'il décide lui, et impose ses décisions. Mais où est-ce que, bon Dieu, vous allez trouver une plage pour vous exprimer? Vous avez décidé de ne pas participer à ce dialogue-là? Oui. Non, mais écoutez, je parle de dialogue politique. C'était l'occasion peut-être d'étaler toutes ces revendications, non? Non, mais écoutez, Macky Sall a les plus grandes oreilles du Sénégal parce qu'en fait, il a les renseignements généraux pour savoir ce qui se passe.
il lit toutes les notes d'information. Chaque jour, il dort avec ces informations-là. Écoutez, le dire aujourd'hui est redondance, il sait ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il a la volonté d'apporter les réponses? Il faut lui poser la question. Et donc, quand on ne peut pas vivre un gentleman agreement, le gouvernement gouverne pendant 365 jours, l'opposition s'oppose pendant 365 jours, et qu'on le fasse dans le respect. Parce qu'après tout, vous allez à la paire, j'ai une cousine à la paire, ils ont des parents à Pastef. Quand quelqu'un est décédé, on se retrouve au décès. J'étais à un décès d'un parent hier au point E, mais j'ai retrouvé des responsables de la paire. Hier, je suis allé rencontrer, dire bonjour, en fait, faire la ziara à un marabout. J'y ai rencontré des gens de la paire. Ça veut dire quoi? L'espace politique est un espace où les gens doivent être dans de l'inimitié. On ne doit pas pouvoir se parler là. Alors que le soir, à l'heure de la prière, nous acceptons de nous dormir. Et parfois même, on le fait en cachette. Parce que quand il y a des décès, les gens de la paire ne peuvent pas venir prendre des condoléances à quelqu'un qui est connu dans Pastef. Il fallait alors répondre à l'appel du dialogue, Birame Souleye Diop. Mais écoutez, ce dialogue-là, je vous rappelle, le 26 mai 2016 avait été déclaré par Macky Sall journée du dialogue national. Nous avions dit en son temps, c'est une manipulation politique. C'était pour discuter avec ceux qui étaient en train de négocier avec lui. Ce n'était pas pour un dialogue politique. Je rappelle que le 26 mai 2017, il n'y a pas eu cette journée nationale-là. Pourquoi? Ça se limitait à 2016. En 2018, ça n'a pas existé. Ça se limitait en 2016. En 2019, ça n'a pas existé. Ça se limitait à 2016. Mais quand on vous envoie tous ces signaux-là, quand un homme dit, vous, opposition, je vous réduirai à votre plus simple expression. Quand toute sa volonté, c'est de vous détruire et de faire de vous un néant, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et on ne discute pas avec un homme en qui on n'a pas confiance. Maintenant, le Sénégal a une constitution qui organise des cadres où les échanges peuvent se faire. Nous considérons que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que le citoyen sénégalais puisse poser un regard objectif sur ce qui se passe, puisse être un acteur du choix électoral. On dit, ce qui nous intéresse, c'est de véritables le refus de rejoindre le dialogue national, mais vous avez participé aux discussions politiques de la commission politique de ce dialogue-là. C'est ça. Ça, c'est politique, c'est organisé par la Constitution qui dit que, par le code électoral qui dit que ces discussions-là doivent avoir lieu pour une définition d'une carte électorale, pour que les citoyens puissent être à disposition de leur carte d'électeur, pour organiser ce schéma-là. Mais ça, on y est. On y est. Maintenant, les discussions ont servi à faire du mouroxo. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a à y faire? La preuve, vous voyez, tous ceux-là qui ont été à la présidentielle, se retrouvent d'un côté. Bon, écoutez, en tout cas, le principe que nous nous posons, nous sommes dans une opposition. Les cadres qui sont prévus sont les cadres légaux organisés par la loi. Nous y sommes. Pour les cadres politiques, ça, on laisse ça aux politiques le faire. Birame Souleye Diop, l'administrateur général de PASTEF, l'invité du grand jury de RFM. Pour revenir sur les manifestations de mars, vous avez appelé les gens à manifester. Oui. Ousmane Sonko a résisté. Et le gouvernement qui essaie de minimiser, qui estime que ces manifestations ont été surtout motivées par des raisons sociales. Qu'en pensez-vous? Alors, je précise tout de suite, Ousmane Sonko a fait une déclaration très précise. On dit que lui, il fait usage de son droit constitutionnel à résister. Posons bien les principes, parce que ça nous permet... Ça, c'est la deuxième déclaration. C'est la deuxième déclaration. Je parle, moi, de la déclaration qui a précédé son déplacement vers le juge. On parle de toutes ces déclarations avant le développement de cette affaire. Je dis très bien. Nous sommes dans un contexte où la manipulation et le complot sont à milieu. Ousmane Sonko n'a jamais appelé. Ce qu'on a retenu, je vous donne une information. Ceux-là qu'on a pris lors des manifestations du 8, on a dit qu'ils sont allés répondre à un appel de Ousmane Sonko. Mais vous savez ce qu'ils ont dit au juge Samba Sall? Nous ne sommes pas venus parce qu'Ousmane Sonko a appelé. Il ne nous a pas appelés à venir. Nous sommes venus pour défendre la démocratie, pour soutenir notre leader. Et c'est ce que nous leur avons dit sur place. Ce jour-là même, nous leur avons tenu un propos parce qu'on a dit, je rappelle ce que nous avons dit sur place.
Nous leur avons dit, écoutez, Ousmane Sonko ne souhaite pas des perturbations au niveau du voisinage. Restez assis, ne faites aucun trouble. Mais ce qui s'est passé, ceux qui étaient sur les lieux peuvent en témoigner. J'étais là-bas sur les lieux. On a arrêté un jeune qui sortait de chez Ousmane Sonko parce qu'il était blessé. Il était tenu par les gens de la Croix-Rouge. Mais on a tiré, en fait, le projectile lacrymogène lui est tombé dessus, dans la maison. Ça, c'était devant moi. J'ai vu. Donc, les gens ont dit, ces 19-là, on les a gardés pour ça. Pour dire qu'en fait, oui, c'était... Parce qu'en fait, il y avait tout cet arsenal de stratégie politique pour accuser d'appel à l'insurrection. Mais écoutez, ce qu'il a dit est clair. Ce qu'il a dit a été très clair. Je pense qu'en fait, les idées sont précises et claires. Maintenant, on a constaté, après tout ceci, c'est vrai qu'il y a eu des appels à l'apaisement. Parce que quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit dépasser en fait cette dialectique. Vous regrettez ce qui s'est passé? J'ai dit fondamentalement parce que chaque fois qu'il y a en fait une personne couchée qui perd la vie, on se dit pourquoi Maintenant, aujourd'hui, pendant les événements, c'est vrai, on n'avait pas entendu beaucoup de personnes parler, mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Vous n'entendez pas l'opposition. Hein. Parce que chaque matin, c'est un responsable de la coalition au pouvoir qui ajoute, je ne sais pas, en fait, est-ce qu'ils cherchent à rallumer du feu ou est-ce qu'ils cherchent à rallumer leurs convictions politiques? Je me pose des questions sur ça. En tout cas, ce qu'on entend, c'est ce discours-là. Voilà. Et apparemment, on dit bien que ces jeunes-là sont sortis pour réclamer en fait, des conditions sociales meilleures. Mais, vous savez, la grande contradiction, c'est que le ministre de l'Intérieur, on a entendu ce qu'il a dit, et disons donc les terroristes qui étaient rentrés en cagoule au Sénégal, c'est ce qu'il a déclaré, lui. Le président de la République est sorti, lui, pour dire que, voilà, il a entendu le message de la jeunesse. Ça, c'était dans la perspective de l'apaisement. Mais apparemment, ces faucons ont encore repris du métier. Ils ont encore repris leur travail, ce qu'ils savent très bien faire. Macky Sall et son gouvernement sont peut-être en contradiction parce que le mémorandum qu'ils ont publié cette semaine vise, malgré l'annonce de la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante, le mémorandum vise clairement Ousmane Sonko. Oui, en fait, ça on en arrivera. J'étais en train de dire que, malgré tout ceci, malgré qu'ils disent qu'en fait, il a compris le message, c'est un message sur l'emploi, ça, c'est le président de la République qui l'a déclaré. Oui, je dis, ils sortent un mémorandum, pour accuser Ousmane Sonko. Pour dire, en fait, bon, oui, c'est Ousmane Sonko qui est derrière tout ça. Ousmane Sonko est très puissant. Il est très puissant. Si Ousmane Sonko est derrière, parce que c'est le président de la République qui déclare. Bon, c'est vrai, après Diom. On peut être d'accord avec vous, énorme contradiction du gouvernement dans les différentes postures. Et il faudra préciser que ça, c'est un pied de nez fait à l'armée, parce qu'en fait, que des terroristes entrent au Sénégal, alors que nous avons l'une des armées les plus performantes d'Afrique, très respectée à l'international, qui est appelée sur tous les théâtres d'opération dans le monde entier, qu'on dise en fait des terroristes sont entrés au Sénégal et peut-être sont en train d'arriver à Dakar, ça c'est une injure à l'armée. Ça ne nous énumise pas d'une menace djihadiste. Oui, mais écoutez, vous savez, ceux qui font ce travail-là, ils ne le font pas devant la presse. Ils ne le font pas sur la place publique. Et ils ont fait leur déclaration pour dire que ça n'existe pas. Maintenant, pour les informations, ils sont en train de gérer les informations. On leur fait suffisamment confiance pour savoir que, en fait, quand ils croisent un civil, ils peuvent savoir que ce civil-là, il dort tranquillement parce qu'en fait, ils sont à la frontière et ils veillent sur notre sécurité. Et c'est l'occasion pour nous encore de les remercier pour le professionnalisme qu'ils ont démontré et qu'ils ont toujours démontré. Nous sommes amoureux et très respectueux de ce qu'ils font. Très respectueux. Maintenant, s'il faut parler du mémorandum du ministre de la Justice bis, on peut en parler.
annonce d'une commission d'enquête parlementaire. En même temps, ce mémorandum, le document, vise l'opposition, principalement Ousmane Sonko, pour leur imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au mois de mars, ces manifestations et leur lot de morts. Oui, 15 morts devant les écrans, devant l'actualité. Ce discours-là n'est pas un discours qui est destiné à la consommation locale. C'est pas un mémorandum destiné à la consommation locale. C'est une réponse faite au constat fait au niveau international sur la situation du Sénégal. Alors, c'est l'occasion de dire, aujourd'hui, le plaidoyer, on l'a entendu, une commission par un ministre. Je rappelle qu'il y a eu des cas, c'est beaucoup de morts au Sénégal sous Macky Sall, sous les feux des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de commission. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est une nécessité. Mais le constat fait, c'est d'abord, je dis bien, en fait, ce n'est pas une réponse pour le Sénégal, c'est une réponse pour l'international et pour Amnesty International qui s'est prononcé sur la situation au niveau des prisons. Maintenant, et la situation des LGBT. Le premier constat que j'ai fait, c'est que le ministre des Forces armées, lui, ancien ministre de la Justice, ancien droit de l'homiste et avocat, donc qui s'y connaît, ne se prononce pas sur la situation LGBT. Donc il choisit les sujets sur lesquels il se prononce. Il faudra se poser des questions pour lesquelles il choisit ces autres sujets-là et pas la situation des LGBT. Est-ce qu'il en est promoteur? Ça, c'est des questions qu'on peut lui poser. Et sur énormément d'autres sujets. Mais le plus préoccupant, c'est que c'est un ministre du gouvernement. La première analyse qu'il faudrait en faire, c'est en fait une confirmation de la théorie du complot. C'est simple. Pourquoi? Parce que un mémorandum sur autant de pages, pour dire on veut faire une enquête, mais écoutez, dans l'enquête, vous pouvez faire votre enquête, mais l'auteur principal est celui-là. A déjà accusé Ousmane Sonko. Oui, mais comme d'habitude d'ailleurs, hein, il ne fait que s'inscrire dans une longue tradition depuis 2014 d'accusation d'Ousmane Sonko. Il est salafiste, il est rebelle, il va fermer les mosquées, voilà, il est sur le foncier, il a 1500 terrains au Sénégal. Bon, c'est une continuation, c'est regrettable. Est-ce que PASTEF rejette cette commission d'ores et déjà, puisque le mémorandum accuse Ousmane Sonko? Mais écoutez, on veut faire la vérité. Ça, c'est le M2D qui a fait cette demande-là. Et on souscrit entièrement à la requête du M2D. Mais on dit, on veut faire une enquête sur des morts. Parce qu'en fait, il faudra déposer une plainte à l'international. C'est une préoccupation pour eux. Mais qu'ils se rassurent, cette plainte-là sera déposée. Hein. Cette plainte-là sera déposée. Elle sera déposée au Sénégal d'abord parce qu'il dit presque impossible, Sidiki Kaba. Oui, enfin, il pense s'y connaître. On lui laisse le choix de ses propres conclusions. Là-bas, c'est impossible, mais c'est possible, lui, qu'il travaille sur un mémorandum, qu'il en soit le présentateur attitré à la place du ministre de l'Intérieur. C'est encore un pied de nez qu'il fait à la justice du Sénégal. Parce que, pour faire des enquêtes simplement, pour faire des enquêtes, je pense qu'on est suffisamment outillé pour le faire. Bon. Mais lui, il fait sa propre enquête. Il vient présenter et dire, bon voilà, donc voilà tout ce qu'on a constaté. Ben, le principal auteur, c'est Ousmane Sonko. On peut fermer le chapitre et aller en justice. Vous récusez cette commission d'enquête par la commission d'enquête indépendante? Je vous informe que dans les jours à venir, le M2D va déposer son propre mémorandum. Tout à fait. Ça, on reviendra sur ces éléments-là, sur tous ces éléments-là, parce qu'énormément de sujets ont été escamotés par le ministre des Forces armées, qui a choisi d'aborder en fait les sujets qui lui plaisaient, mais surtout en fait c'était fait à dessein parce que c'est son métier d'avoir été avocat pour l'accusation, c'est son métier d'avoir été ministre de la Justice pour l'accusation. Mais écoutez, il ne fait que continuer son travail au niveau du ministère des Forces armées. Bon, il continue à piloter la justice. En tout cas, cette affaire de mémorandum et de mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante a provoqué une nouvelle polémique qui a poussé certains à se demander si
cet accord d'apaisement obtenu par les médiateurs, dont les chefs religieux, est-ce que cet accord, il n'est pas rompu? Vous n'avez pas entendu le M2D, depuis lors, poser aucun acte sur ce sujet. Nous avions choisi d'attendre que la justice appelle, parce que la stratégie politique qui a été prévue, c'est de faire une instruction sur 3 ans, donc d'en arriver aux élections, de convoquer Ousmane Sonko comme ils l'ont fait pendant l'élection présidentielle avec l'histoire des 94 milliards en voulant créer une commission d'enquête parlementaire. C'était la stratégie qui a été posée. Les religieux, alors, ces grands garants de la stabilité sociale ont, au moins pour cette fois, pu obtenir quelque chose d'important pour la stabilité politique et pour la paix de tous. C'est l'occasion d'ailleurs d'encore les remercier pour ce qui a été fait, parce qu'en fait, au-delà de ce qui est vu et entendu, ils ont fait énormément du back-office. Ils ont énormément fait un travail foncier pour aboutir à ce qui a été constaté. On peut tous constater ensemble que depuis lors, au niveau de l'opposition, aucun acte n'est posé. Aucun acte. C'est alors le pouvoir qui piétine cet accord? Le constat peut être fait allègrement. Le constat peut être fait allègrement que, depuis lors également, tout ce qui injure, tout ce qui plaide les dossiers, un dossier sur la table du juge, donc un dossier en instruction sur cette table-là, les gens continuent à plaider dans la presse, sur les plateaux, dans les meetings, dans les activités, et c'est en fait à qui mieux dans le gouvernement pour dire bon voilà, en fait nous allons reporter le sujet. Mais écoutez, la conclusion elle est simple. Ils ont décidé de fouler aux pieds. Et je me demande même, alors, quel respect ils ont pour le président de la République. Celui-là qui, lors de son dernier discours encore, a confirmé qu'il était dans cette logique-là. Est-ce qu'il est, lui, un instigateur silencieux? Ou est-ce qu'il est impuissant par rapport, en fait, à une armée mexicaine sur laquelle, en fait, il n'a aucun contrôle? Il faut se poser des questions. Mais en tout état de cause, on le constate. Chaque jour qui passe, et ça va continuer. Vous allez entendre des directeurs, des ministres qui pensent qu'en fait, pour mériter leur poste après leur disparition, il faudra qu'ils ressortent pour alimenter le feu. On le constate ensemble. Vous estimez qu'il foule au pied cet accord? Mais écoutez, c'est clair et net. Ouais. C'est clair et net. Alors, Birame Souleye Diop, nous allons parler des perspectives politique pour votre parti, votre leader. En début d'émission, vous estimez qu'Ousmane Sonko, en 2024, il sera le prochain président de la République. Vous pensez qu'avec cette affaire judiciaire qui l'oppose à la jeune femme Adji Sarr, il pourra se présenter? Vous ne soupçonnez pas ou vous ne craignez pas que cette procédure judiciaire l'empêche de se présenter en 2024? Je reste convaincu. Donc, en fait, c'était un feu de paille allumé. C'est vrai, ils avaient mis un beau scénario pour décider eux-mêmes des conclusions. Ils ont oublié, en fait, un élément très important. Le maître de la souveraineté, c'est le peuple. On va sûrement en 2024, si des élections locales sont organisées en 2021, Pastef en sera parti avec les acteurs politiques qui partagent les mêmes convictions, ensemble ou côte à côte. Les élections législatives, aujourd'hui, avec cette perturbation volontaire, parce qu'il faudra qu'on précise également à ceux qui nous écoutent que quand on a parlé d'audit du fichier, ils sont encore tous sortis. Ils ont cette particularité-là. Quand il y a une information, ils attaquent tous les plateaux pour parler du même sujet, dans les mêmes termes, comme s'ils faisaient en fait une dictée préparée, une lecture préparée, pour dire en fait voilà, donc on va reporter parce que c'est l'opposition qui a demandé en fait on audit du fichier, etc. Alors, il est clair et certain que au niveau de cette commission politique-là sur les élections, la demande est précise. On ne peut pas, de manière indéfinie, proroger les mandats des maires, prolonger les mandats au niveau des conseils départementaux. Pourquoi?
en fait, pour satisfaire en fait une préoccupation politique d'être plus fort en un temps T0. Alors, les élections pour l'opposition, c'est décembre 2021. Dans la commission sur le dialogue politique, avant qu'on en arrive à une conclusion concertée, ils sont sortis pour dire en février 2022. C'est quoi ça le dialogue? Est-ce que c'est un dialogue où quand on pose, vous partez, vous donnez votre avis là-bas et vous venez pour dire non, on peut discuter? Elles auront lieu au plus tard, le 31 janvier 2022. Oui, 31 janvier 2022, oui. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, mais en tout état de cause, on sort de 2022. Il y a aujourd'hui donc en fait une troisième prorogation du mandat des maires dans un pays. Des élus locaux, des élus locaux, où on dit nous sommes dans un pays démocratique où le calendrier électoral est respecté. Bon, voilà, où, entre guillemets, l'opposition est réduite à sa plus simple expression. Ça c'est une préoccupation majeure. Alors, je pose la question sur la perspective 2024 et les possibles ou improbables obstacles pour Ousmane Sonko de se présenter à cette élection-là. À Pastef, comment vous analysez cette perspective? En fait, les conditions d'une participation d'une élection sont d'ordre légal. Pastef satisfera à toutes ces conditions-là. On est prêt à y aller en coalition si les conditions nous le permettent. Donc ça, en fait, on le souhaite. Mais Pastef lui-même s'organise pour être présent et mieux présent sur l'étendue du territoire national. Nous n'attendons pas 2024 pour le faire. Je ne mettrai pas sur la table en fait l'ensemble de l'organisation que nous déployons. Et nous y sommes sérieusement attachés. Nous le faisons sans tambour ni trompette parce qu'après, au-delà de tout le bruit, en fait, les organes chargés de mener ce travail-là ne se prononcent pas sur le débat politique. Ils font en fait un travail au quotidien sur ce que nous leur demandons de faire. Et ils y sont. 2024 arrive. Ils vont continuer. Parce que je dis bien, on dit à nos militants il faudra être prêt. Il faudra qu'ils soient prêts. Pourquoi? Parce que le chemin est long, mais celui qui a cette ambition-là affirmée depuis qu'il est président de la République de réduire l'opposition à sa plus simple expression ne désarmera jamais. Donc il nous faudra continuer le travail sur le terrain, le faire d'arrache-pied et être prêt pour avant 2024 pour les élections pour les territoriales, locales, les législatives aussi. Territoriales, législatives, etc. Être prêt pour 2024. Je vous dis, on sera prêt, Inch'Allah Rabbi. À côté des accusations contre le pouvoir, accusations de vouloir barrer la route à Ousmane Sonko pour la présidentielle 2024, il y a certains qui soupçonnent également des membres de l'opposition de soutenir Ousmane Sonko que de façade, alors que foncièrement, ils souhaitent le voir renforcer pour pouvoir prendre sa place. Vous y croyez? Bon, écoutez, je dis encore que nous sommes sur un terrain démocratique. Nous appartenons à une organisation politique qui s'appelle Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Notre mandat, notre mission fondamentale, c'est d'en faire une grande organisation qui va participer à la conquête électorale, qui prend le pouvoir, qui l'exerce au mieux des intérêts des Sénégalais. Alors, dans ce cadre-ci, il y a d'autres organisations qui y sont. Mais par respect pour les choix politiques qu'ils ont faits, nous ne ferons aucun commentaire de leur existence politique, de leur choix politique. Il s'avère que, sur un certain nombre de sujets, Pastef est très petit, est très impuissant pour en être un acteur seul. Parce que la question sur le respect du calendrier électoral, les questions sur les libertés démocratiques, les questions sur la transparence du vote, les questions sur la préservation de nos ressources, sur ces ensembles de questions-là, écoutez, chacun peut le porter de sa manière, mais sur le frontispice, au frontispice en fait des principes généraux, on peut faire le chemin ensemble. Mais au soir,
il n'est pas interdit qu'il y ait 30 candidats à l'élection présidentielle. Donc on peut le soir être sur le même sujet sur les libertés démocratiques. Mais écoutez, au matin de février 2024 pour les élections présidentielles, que chacun aille de son côté. Bon, on se retrouvera peut-être tôt ou tard, mais l'important c'est que chacun est libre d'organiser ses choix politiques et démocratiques librement. Pastef n'a aucune appréciation à en faire, ni à accuser ni personne. Ni sur la sincérité des soutiens. Ni à accuser personne d'être sincère ou insincère. L'important, c'est qu'on sait où on veut aller, on s'organise pour y aller. Tant que nos moyens nous permettent d'y aller seul, on le fera. Mais si on est convaincu qu'on peut y aller ensemble, on ira ensemble. Alors, on parlait des élections municipales et départementales tout à l'heure. Votre fief, c'est Thiès. Serez-vous candidat à la mairie de Thiès si elle va encore exister, la mairie de ville, si les villes ne sont pas supprimées en tant que collectivité territoriale? Je ne rechignerai pas à être candidat si les militants de Pastef Thiès pensent que je peux être le porte-étendard momentané pour ces choix-là. Je ne rechignerai pas, mais j'aurai la discipline de parti de dire je ne me proclame pas candidat parce que Pastef ne s'est pas encore prononcé sur le sujet et n'a pas encore défini les règles de choix de ceux qui seront les candidats. À Thiès, l'alliance Idrissa Seck, Benno Bokk Yakaar, de la grosse concurrence qui vous attend de toute façon, non? On ne regarde pas ce qu'ils font. On est convaincu que nous ferons les choix politiques, nous parlerons à la population. Le travail foncier nécessaire, nous le ferons. Et au soir, on verra les résultats. Et la vie du parti maintenant, la vie de votre parti, Pastef, à quand le prochain congrès? Alors, sur le congrès, aujourd'hui, un travail important avait été fait. Entre-temps, on est entré dans ce qu'on appelle un travail de fusion. Il y avait en fait des partis politiques avec lesquels nous étions en fusion. Vous savez qu'en fait, quand une fusion est terminée, fondamentalement, il y a ce qu'on appelle un congrès de fusion. C'est-à-dire, pourquoi organiser un congrès du parti et plus tard, en fait, 9 mois ou 7 mois après, organiser un congrès de fusion. Donc, quels sont ces partis qui veulent fusionner avec Pastef? Bon, ça c'est pas nécessairement parler actuellement. On va finir le travail. Alors, il y a en fait ces incidents-là nous ont trouvé en train de finaliser un travail extrêmement important parce que le dimanche qui a précédé en fait ces annonces-là, nous étions en réunion jusqu'à 14 heures pour finir une dernière touche sur un projet assez important. Bon, nous avons quel projet, dites-nous? Bon, écoutez, nos militants savent, c'est éminemment stratégique. Bon, on préférera laisser la primeur à nos militants et continuer à travailler dessus. Ousmane Sonko va-t-il briguer un nouveau mandat à la tête de Pastef? Ousmane Sonko, vous savez quoi? Ousmane Sonko n'ose pas dire qu'il va encore briguer en fait un mandat à la tête de Pastef. Il n'ose pas le dire parce que c'est un militant discipliné. Il a le droit de se présenter, non? Oui, mais on n'en est pas encore à ce sujet-là. On ne peut pas anticiper le sujet. Les sujets les plus importants aujourd'hui sont de constituer une grande organisation, d'avancer, d'avoir une maîtrise de nos registres de militants, d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe sur le terrain et d'être prêt, aussi bien financièrement, politiquement, stratégiquement, sur l'organisation, et de voir venir. Le jour du congrès, en fait, Ousmane Sonko sera libre de prendre sa candidature. Ousmane Sonko n'a jamais présenté sa candidature pour diriger Pastef. C'est vous qui l'avez appelé? On l'a choisi pour lui dire, vous dirigez. Il était là dans le travail, on a dit, vous dirigez. Il a même refusé à la première demande. C'est sur insistance de l'organisation qu'il a accepté de le faire. Est-ce que vous, Birame Souleye Diop, vous briguerez la présidence de Pastef? Non, je ne briguerai pas de présidence de Pastef. Pourquoi? On n'est pas dans les conditions. Je reste aussi un militant très discret. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, je reste aussi un militant très effacé. Pour faire le travail qu'on me demande de faire, c'est en fait d'aider le parti à avoir en fait une grande organisation. Je suis dans ça et cela me convient bien. Je me suis déchargé de ce que je faisais en fait. J'intervenais à l'université, j'intervenais à l'ENA. Je me suis déchargé de tout ça pour être au service du parti. Bon, on va continuer à le faire avec plaisir, en espérant que les militants comprendront toujours que nous voulons en fait, avec le don de soi pour la patrie, être une organisation très forte et respectueuse. Merci Birame Souleye Diop. Vous êtes membre fondateur du parti politique Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et
la fraternité PASTEF dont vous êtes l'administrateur général. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes excusé sur les pics que vous avez lancés par moment. Pourquoi vous vous sentez visé? Aucunement. Ah non, d'accord. Aucunement. Alors, merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui et ses équipes au digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Le grand jury, dimanche prochain, bonne fin de week-end. Merci, Babacar. Mi te kan hamrayitin